Bonjour Pascal Salut. Boniface. Bonjour. Ça y est, c'est parti. Très bonne ambiance, vous voyez, ce matin. Mais on a quand même des sujets très sérieux sur la table. Je rappelle Bonjour. que vous êtes l'auteur de l'Atlas des relations internationales, réactualisé chez Armand Collin. On l'a vu à l'instant, les Américains appelés aux urnes pour renouveler la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, et des résultats qui sont encore très serrés. La Chambre des représentants peut basculer aux Républicains. Le Sénat, c'est encore très incertain. Les démocrates, en tout cas, résistent mieux que prévu. Quel est peut-être le premier enseignement, à vos yeux, qu'il faut tirer de ces résultats, tout en restant prudent? Naturellement, on le comprend, puisque la situation évolue. Biden peut être soulagé. On lui annonçait une défaite monumentale, la perte à la fois du Sénat et de la Chambre des représentants. Il limite les dégâts. On sait que les élections de mi-mandat sont toujours très défavorables au président en place, surtout lors de son premier mandat. Barack Obama lui-même l'avait éprouvé en 2010, n'avait plus les mains libres. Et donc Biden échappe à cette sanction, à cette punition. Et on peut dire que très certainement, la décision de la Cour suprême sur l'avortement et l'engagement de Trump a dû l'aider pour mobiliser ses partisans. C'est d'ailleurs plus, je pense, un vote contre la Cour suprême et contre Trump qu'un vote pour Biden, qui, il faut bien le dire, ne soulève pas l'enthousiasme des foules. Et donc, au moins, les Américains ont voulu éviter le pire et ne pas donner une carte blanche à Trump, d'autant moins d'ailleurs. Et les choses vont se compliquer pour lui, c'est que Ron DeSantis a été élu triomphalement. Le gouverneur de Floride, qui est un républicain, possible concurrent de Trump. Voilà. Pour 2024. Avec, disons, c'est un Trump à visage humain, si l'on peut dire. Il a à peu près le même programme que Trump, mais sans ses excès, sans ce côté caricatural. Et donc, il va très rapidement rentrer en campagne contre Trump. Donc, contrairement aux déclarations triomphalistes que Trump a fait très tôt dans la nuit, ce n'est pas que des bonnes nouvelles pour lui. Alors, quels que soient les résultats finaux, ce qu'on voit, c'est qu'à la Chambre, comme au Sénat, on risque d'avoir des camps très divisés, avec des républicains et des démocrates pratiquement à égalité. Qu'est-ce que ça va signifier dans les années à venir, les 2 ans à venir, sur la manière de gouverner le pays? La marge de manœuvre, qu'aura ou qu'aura pas Joe Biden? Parce qu'on en vient à se demander si l'un ou l'autre camp va pouvoir faire avancer quoi que ce soit. C'est clair. Il y a déjà un blocage. Biden, y compris au cours des 2 dernières années, n'a pas eu les mains libres. Il a eu les pires difficultés pour faire voter ses plans de relance. Et il y a des gens, un sénateur démocrate, sénateur Manchin, qui bloquaient cela. Donc déjà, Biden n'a pas eu les mains libres après son élection. Il les aura encore moins avec un Congrès encore plus divisé et des républicains revanchards. Il y a environ 200 représentants républicains qui ont nié la victoire de Biden en 2020. Donc, c'est des gens qui sont très remontés. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est difficile de parler d'États-Unis. Ils sont désunis plus que jamais. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques, il y avait des rapports bipartisans, démocrates, républicains, sur la politique étrangère. Il y avait des conventions ou ensemble et il y avait très souvent des divisions, mais aussi des accords sur les grands dossiers. Là, on a l'impression qu'il suffit que l'un soit pour un événement pour que l'autre s'y oppose automatiquement. Et donc, il y a effectivement un trouble dans la démocratie américaine qui est dû, et le système américain est essoufflé. Tout ce qui faisait sa force, les freins et contrepoids, sont maintenant des facteurs de blocage. Le fait de désigner les candidats aux primaires, qui est très démocratique, devient une prime au plus excité, à celui qui parle le plus vite. Et puis le poids de l'argent. 17 milliards de dollars ont été dépensés au cours de cette campagne électorale. Alors, tout confondu pour les sénateurs, les représentants et les gouverneurs, mais quand même. Et quand vous faites uniquement une campagne électorale, principalement avec des publicités souvent négatives, et pas tellement pour promouvoir un projet ou avoir un débat. Dénigrer l'opposant, voilà, bien souvent. Ça crée une ambiance tout à fait délétère. Vous disiez en début d'entretien, Joe Biden, d'une certaine manière, a limité la casse. Est-ce qu'il l'a limité suffisamment au point de pouvoir envisager de se représenter en 2024, puisqu'on sait que dans le camp démocrate, certains disent c'est le seul qui peut garder l'unité du camp démocrate, il n'y a pas de successeur naturel pour le moment. Oui, enfin, il serait préférable qu'il ne se représente pas. Il a quand même déjà ce que l'on peut qualifier pudiquement de troubles cognitifs. Quand il demande 3 fois dans une réunion où est une personne qui a été citée plusieurs fois auparavant parce qu'elle est morte, quand des fois il semble un peu perdu, il a quand même 80 ans, il aura 82 ans l'an prochain. Alors, il y a des gens qui, à 82 ans, sont en pleine forme. Il est très décent, c'est un homme estimable, mais on voit qu'il n'a plus quand même la forme
pour diriger les États-Unis. Et Trump en profite d'ailleurs, parce que Trump, qui pourtant n'a que 2 ans de moins que lui, fait une différence entre lui, le mâle alpha dominant, et Sleepy Joe, et qui ne risque pas de se réveiller beaucoup dans les 2 ans qui viennent. Alors bien sûr, c'est lui qui maintient l'unité du camp démocrate, qui a été d'ailleurs désigné pour cela, pour éviter que Bernie Sanders soit désigné comme candidat. Qui est la frange la plus radicale qui est la frange très à gauche du Parti démocrate, ce qui a effrayé la machine démocrate. Donc on sait, il y a une mobilisation pour éviter le vote Sanders. Mais là, honnêtement, alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de relève. C'est qu'on ne voit pas de figure démocrate sortir. Mais aussi, les États-Unis sont un pays où on se rappelle de Jimmy Woo pour Jimmy Carter, qui était inconnu avant de remporter les élections en 80. Qui connaissait Bill Clinton en 90-91? Personne. Et qui connaissait Obama avant son élection? Donc, il y a des gens qui peuvent sortir, effectivement, très rapidement dans le système américain. Alors, il y a aussi l'ancien président Donald Trump. On y faisait allusion tout à l'heure. On l'a entendu dans les matins LCI. Lui, il revendique des chiffres incroyables, exceptionnels. Avant même l'élection, Joe Biden avait mis en garde en disant « Attention, la démocratie est en danger. Certains candidats ne s'engagent pas à reconnaître les résultats. Nous sommes sur la voie du chaos en Amérique. Si les résultats que l'on voit ce matin se confirment, c'est-à-dire si on est sur des résultats très serrés, est-ce qu'on n'est pas précisément dans la configuration qu'évoquait Joe Biden avec un risque d'accusation en illégitimité, voire en fraude de la part des républicains? On peut penser que le scénario est écrit à l'avance et ça sera la répétition de ce qu'on a vu en 2020, effectivement. Et Barack Obama, dans le meeting qu'il a fait en Pennsylvanie, a insisté sur cela, sur le danger qui pèse sur la démocratie américaine. Et on peut dire qu'il y a une double peur. Les démocrates craignent que Trump et les républicains mettent à mal la démocratie. Les républicains sont persuadés que si les démocrates gouvernent les États-Unis, ils vont mettre à mal la nation américaine. Et donc, en fait, il y a vraiment des peurs. Chacun ne fait plus confiance à l'autre. Mais effectivement, on peut craindre qu'il n'y a pas eu de violence cette nuit. C'est déjà une bonne chose. Dans un pays où 300 millions d'armes à feu circulent, mais il n'est pas exclu qu'il y en ait par la suite. Mais effectivement, Trump a finalement écrit le scénario. Il proclame des résultats gigantesques. Ils ne sont pas à la hauteur. C'est donc les autres ont triché. Parce qu'il a dit qu'il avait des bons résultats. Et donc, s'il revient sur Twitter, il va encore plus avoir une caisse de résonance. Les télévisions américaines n'ont pas voulu retransmettre son discours. Cette nuit, dans lequel il a justement évoqué ces chiffres incroyables. Ce qui, bien sûr, va accroître son statut de martyr et de candidat anti-système, ce qui est quand même ironique de sa part, et vu son statut. Et je pense d'ailleurs que c'est une erreur de la part des télé américaines, parce qu'en fait, les gens savent ce qu'il a dit, même s'il ne passe pas à la télé. Donc ça va accroître un peu le fait, oui, il y a un complot de l'establishment, il y a un complot des puissants pour que Donald Trump, le vrai représentant des vrais Américains, ne puisse pas s'exprimer. Et Elon Musk, qui va réouvrir certainement Twitter sans aucun contrôle, va lui donner effectivement une nouvelle façon de pouvoir s'exprimer. La démarche des télé américaines, pour l'expliquer, c'est bien souvent de dire Donald Trump propage des fake news et nous ne voulons pas leur donner l'écho en direct et la publicité qu'il souhaiterait. Est-ce que ça rend pour lui, Donald Trump, ces résultats serrés, la voie plus étroite pour la présidentielle? Est-ce qu'il ressort de ces midterms, lui, moins fort qu'il ne l'était il y a quelques jours? Doublement. D'une part parce que ce n'est pas un raz-de-marée républicain et d'autre part parce qu'a émergé un concurrent direct pour la désignation avec Ron DeSantis, donc le gouverneur de Floride, un État clé qui est resté. Ron DeSantis a gagné 20%. Par rapport, il a été élu très faiblement la dernière fois. Et là, il a eu 20 points d'avance sur son concurrent. Il n'aime pas Donald Trump, il est un concurrent direct. Et dans son discours d'après-élection, il a très vite montré qu'il avait d'autres ambitions et que ce qu'il avait fait pour la Floride, il voulait le faire pour les États-Unis. Rappelons qu'il n'avait pas accepté de rendre obligatoire le port du masque, qu'il n'avait pas accepté le confinement. C'est lui qui a chargé des émigrés dans des bus pour les envoyer à New York en disant « on n'en veut pas chez nous, vous les bobos new-yorkais, prenez-les ». Donc il a un programme qui n'est pas très éloigné de Trump, mais sans ses excès et sans l'arrogance, enfin, disons, sans les excès et les déclarations à l'emporte-pièce de Trump. Il y a quelques jours, on a relayé ces déclarations du fondateur de la milice russe Wagner, Evgeny Prigojine, à propos du scrutin américain, reconnaissant des ingérences. Il disait la chose suivante: nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre. De votre point de vue, même si on n'a pas d'éléments tangibles, est-ce que c'était une manière plutôt d'instiller le doute, de déstabiliser, ou est-ce qu'il y a potentiellement des traces, des preuves qu'il y a eu ingérence russe dans cette campagne de midterm? Alors on sait que les boîtes à trolls ont fonctionné, on sait que la stratégie c'est de
pousser un peu les opinions extrêmes pour qu'il n'y ait plus d'entente. Et en même temps, je crois que là, Prigojine met de l'huile sur le feu en disant « c'est nous qui vous nous manipulons ». Donc ça va accroître le trouble des Américains, qui vont se dire « mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dépendants d'ingérence russe ». Donc les démocrates vont dire « oui, Trump, c'est le candidat des Russes et c'est l'homme de Poutine. Poutine veut le mettre en avant ». Et les républicains vont dire « mais pas du tout, et qu'est-ce qui se passe ?» Et donc là, on peut dire que Prigojine fait une provocation. Parce que quand vous vous ingérez pour faire une manipulation, vous ne vous en vantez pas. Vous le faites discrètement. Quand vous faites une opération de ce type, c'est pas pour le proclamer sur le toit. Et donc le fait que Prigojine le fasse, c'est vraiment pour ajouter de la division, parce qu'ils ont bien vu que les Américains sont divisés, que s'il y avait une cessation de l'aide à l'Ukraine, ça arrangerait tout à fait et Poutine et Prigojine. Et donc c'est une façon de jeter encore un peu plus le trouble et le manque de confiance dans le système démocratique américain. Cette campagne, sur le plan national aux États-Unis, elle s'est beaucoup faite sur les questions de sécurité, d'immigration. Nous, Européens, ce que nous avons surtout surveillé, c'est les positions sur l'Ukraine et l'aide à l'Ukraine. Il y a quelques heures, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les Américains à maintenir, je cite, une unité inébranlable jusqu'au rétablissement de la paix. Est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on doit attendre un changement d'attitude américaine sur l'aide face à l'Ukraine? Il faut dire qu'il y a quelques jours, Joe Biden lui-même, d'après le Washington Post, a commencé à faire pression sur Volodymyr Zelensky en disant on ne pourra pas aider éternellement, surtout qu'à un moment, des États vont commencer à trouver que ça fait beaucoup et que ça dure très longtemps. On craignait du côté ukrainien que si les républicains l'emportaient massivement, l'aide américaine cesse d'être massive. Là, ce n'est pas le cas, mais il devra de plus en plus difficile pour Biden de soutenir. On n'a pas parlé d'Ukraine pendant la campagne électorale. Ça n'a jamais été évoqué. C'était pas le problème, c'était l'insécurité, c'était l'inflation. Mais certains vont lier l'inflation avec la guerre en Ukraine, bien sûr. Alors même si les On rappelle Américains... qu'elle est à 8% aux États-Unis, l'inflation, c'est encore plus que chez nous. Oui, donc c'est vraiment, et ça les concerne directement. Il y a des gens qui sont effectivement en difficulté. Et donc avec une opposition républicaine, disons, plus tenace, il va être peut-être difficile pour Joe Biden qui... lui-même se méfie un peu de Zelensky, pense que la volonté de Zelensky de reconquérir son territoire est saine, mais la volonté de reconquérir la Crimée, donc de ne pas s'arrêter aux frontières de 2024, mais d'aller de 2022, pardon, mais d'aller jusqu'à ce qui a été perdu en 2014, peut être dangereux. Il commence à y avoir des doutes aux États-Unis. Pour l'instant, il trouvait que tout ceci était très bien, que cela affaiblissait la Russie, que c'était une bonne chose. Mais là, il commence un peu à se poser des questions. Donc, les Américains ont dit encore, l'ambassadrice américaine a dit encore que l'Ukraine était dans le siège avant pour conduire les négociations et qu'il n'y aura des négociations que si l'Ukraine veut négocier. Mais il est évident que le jour où les Américains disent « bon, on va un peu diminuer l'aide », la volonté de Zelensky sera plus forte de négocier. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que indépendamment même du résultat de ces midterms, indépendamment de la question du score des républicains, il y a chez les démocrates et chez Joe Biden une volonté de potentiellement revoir l'aide pour la suite. En réalité, elle pourrait être diminuée. Elle pourrait être diminuée, en tous les cas être moins durable. C'est ne pas avoir cette ampleur sur la longue durée, parce qu'il y a aussi des besoins aux États-Unis qui sont rappelés et que les électeurs américains vont se dire, ils préparent 2024. Et en 2024, le candidat démocrate, quel qu'il soit, ne pourra pas se voir reprocher qu'on ait sacrifié des comtés américains au profit de l'Ukraine. Donc, il y a un risque, effectivement, de dire, bon, là, maintenant, ça commence un peu à durer. Il faut peut-être trouver une solution parce que tout commence un peu à finalement à s'effriter. Et puis aussi, la leçon, c'est que au moment où les Européens disent tous, il faut s'en remettre à l'OTAN, il n'y a que l'OTAN qui peut nous protéger, on n'est quand même pas à l'abri d'un vote dans un swing states américain qui peut désigner Ron DeSantis ou si Trump revient au pouvoir en 2024, il y aura quand même des problèmes à tout confier à l'OTAN par rapport à ces déclarations. Donc en fait, le problème des États-Unis, c'est leur fiabilité politique sur le long terme, parce qu'ils peuvent changer radicalement de politique selon finalement le vote dans 1, 2 ou 3 des 50 États, avec peut-être des votes à quelques milliers de voix seulement. Et donc, ça fait quand même réfléchir. Je voudrais votre regard également sur une petite musique qu'on entend depuis quelques jours, sur le rapport entre Américains et Européens au sujet de cette guerre, avec l'idée que les États-Unis pourraient, d'une certaine manière, contribuer à déstabiliser encore davantage l'Europe, qu'ils nous auraient embarqués, nous, Européens, dans leur stratégie qui sert leurs intérêts, avec des conséquences directes pour nous. Les Européens aujourd'hui sont divisés, l'économie allemande est déstabilisée. Par voie de conséquence, on voit aussi que le couple franco-allemand est fragilisé.
Est-ce que l'Europe, à vos yeux, se retrouve embarquée dans une stratégie américaine malgré elle? Non, c'est pas malgré elle, elle le veut, elle le Elle le fait de souhaite. manière consentante. Voilà, et tous les Européens ont sauté à pieds joints dans la stratégie américaine en pensant que seul Washington peut les protéger, qu'il y a une menace russe qui est existentielle, qui est trop forte et qu'il est vraiment nécessaire de suivre les Américains et que cela vaut quelques sacrifices. Et effectivement, vous avez notamment les pays, la Pologne, les pays baltes, qui mènent le bal un peu en ce moment en Europe. On peut dire que la France et l'Allemagne semblent vouloir s'excuser d'avoir continué à négocier avec la Russie trop longtemps, n'osent plus tellement mettre en avant leur propre position et que les autres pays qui les mettent en accusation pour avoir négocié avec la Russie mènent le bal et eux sont tout à fait pro-américains et sont très heureux de recevoir des fonds structurels européens pour pouvoir acheter des armes américaines. Donc aujourd'hui, les leaders idéologiques de l'Europe, c'est plutôt la Pologne et les pays baltes Oui, que l'Allemagne et la France. oui, mais parce que nous le voulons bien et que nous n'osons plus affirmer nos positions. Il faut peut-être quand même revoir. Nous ne sommes pas coupables, la France et l'Allemagne ne sont pas coupables du fait que la Russie ait déclaré la guerre à l'Ukraine. Ils ont prôné le dialogue, mais on n'a peut-être pas suffisamment pris en compte certains intérêts russes mais dans le passé, je veux dire. Mais la guerre est inexcusable, effectivement. C'est une faute tragique et une erreur monumentale de Poutine. Mais le fait d'avoir maintenu un contact avec la Russie n'est pas ce qui a déclenché la guerre. Quelle idée, à vos yeux, se font aujourd'hui les États-Unis de leur relation avec l'Europe? Est-ce que c'est un vassal, une dépendance? Est-ce que c'est une relation d'amitié, d'intérêt? Quel serait le bon qualificatif? Il y a un peu de tout ça, il y a de l'amitié, il y a de l'intérêt, et il y a quand même le sentiment que c'est eux qui mènent le bal et que nous doit suivre parce qu'eux, ils ont une vision globale et que nous sommes dépendants d'eux. Ce qui est vrai, puisque nous le voulons. C'est une dépendance volontaire. C'est nous qui assumons cette dépendance. Si nous voulions être indépendants, nous avons les moyens, mais on n'a pas les moyens, je dirais, intellectuels ou la volonté de le faire. Parce que, je veux dire, l'armée russe montre quand même qu'elle n'est pas extrêmement efficace. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la menace militaire russe sur l'Allemagne et la France, ils ne sont pas capables de garder le Donbass, ils ne vont pas les conquérir l'Allemagne en passant par la Pologne. Mais on a le sentiment qu'on a besoin de la protection américaine, parce que c'est comme ça depuis 1949, qu'on n'a pas beaucoup évolué. Et ce qui peut faire réfléchir, est-ce que les Américains vont nous entraîner dans leur stratégie à l'égard de la Chine? Est-ce qu'ils vont nous obliger ou nous menacer de couper nos contacts économiques avec la Chine parce qu'eux vont partir en croisade, même s'ils ont eux-mêmes des relations économiques très développées avec la Chine? On voit bien que le chancelier Scholz est allé en Chine, il achète beaucoup d'armes américaines pour se faire pardonner, et en même temps, il veut maintenir le contact avec la Chine, qui est son premier partenaire commercial. Et l'Allemagne, il est un des rares pays qui a un excellent commercial à l'égard de la Chine. Mais Biden voulait déjà en 2021 que nous le suivions dans sa croisade anti-chinoise. Il le veut encore plus en 2022 en disant « Regardez, il y a un axe d'épée autoritaire, Russie-Chine. Donc, puisque nous sommes à la pointe du combat contre la Russie, vous devez nous aider contre la Chine. » On comprend bien en vous écoutant qu'il y a un leadership américain sur l'Europe. Est-ce qu'il y a toujours un leadership américain à l'échelle du monde? Ou est-ce que cette ère de la domination américaine est déjà terminée, qu'on est déjà entré dans le Mais multilatéralisme? il n'y a plus que l'Europe qui suit les États-Unis. On est seul à les suivre aussi docilement. La Turquie, par exemple, alors qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est dans l'OTAN, achète du gaz à la Russie en payant en roubles. Aucun pays européen n'oserait faire ça. L'Arabie saoudite, pourtant très liée aux États-Unis, a accepté, en accord avec la Russie, de diminuer sa production de pétrole alors que Biden lui demandait de l'augmenter. L'Arabie saoudite tient tête aux États-Unis. Les Émirats arabes unis aussi, et on le voit un peu partout, effectivement. La puissance américaine a déjà pâli, en réalité. Oui, ils ne dominent plus le monde, ils ne sont plus en état. Les pays latino-américains ne suivent plus les États-Unis, surtout avec la vague à gauche qui vient de se produire, et ce n'est pas l'élection de Lula qui va changer les choses. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a un leadership assumé et renforcé depuis le début de la guerre des États-Unis sur l'Europe, mais qu'il est effrité partout ailleurs dans le monde. Vous parliez à l'instant de la question de la Chine. Il y a effectivement une guerre commerciale à minima entre États-Unis et Chine. Est-ce que c'est une guerre qui peut aller au-delà du commercial? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette relation entre les États-Unis et la Chine? C'est la domination mondiale, tout simplement. C'est la suprématie mondiale. Tant que la Chine ne contestait pas la place de numéro 1 mondial des États-Unis, les Américains ne s'occupaient pas beaucoup des droits de l'homme en Chine. À partir du moment où ce pacte, je n'aspire pas à devenir numéro 1 et moi je m'occupe pas de ton régime est rompu, et bien là effectivement il y a cette compétition qui est à la fois une compétition stratégique, idéologique, technologique,
avec un risque éventuel de coupure technologique, avec, vous avez un système qui marche avec les Américains, un système qui marche avec les Chinois, il faut choisir, et l'Europe est très en retard d'ailleurs, parce qu'on n'a pas très souvent nos propres systèmes, mais cette guerre pour la domination mondiale, ou cette compétition pour la domination mondiale, qui ne va pas être une guerre véritable, telle que celle Pas une guerre armée, c'est pas ça une que guerre, je voulais dire. pas un conflit armé comme entre la Russie et l'Ukraine, en fait, c'est le seul point d'accord entre démocrates et républicains. C'est le seul point d'accord entre Biden et Trump. Nous sommes en compétition avec la Chine. La Chine est une menace pour les États-Unis. Il n'y a pas ou il n'y a plus aujourd'hui de différence en termes de politique internationale entre démocrates et républicains? Alors, si, il y a beaucoup de différences sur le reste, sur le climat, par exemple, sur la relation avec l'Europe. Donald Trump s'était retiré des accords de Paris. Voilà, Biden y est revenu. Donc, s'il y a des accords importants, le seul point commun, c'est l'hostilité à la Chine. C'est le seul point commun. Merci beaucoup, Pascal Boniface, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre ouvrage, l'Atlas des relations internationales chez Armand Collin. Réactualisé, je le disais, heureusement, parce qu'à la vitesse à laquelle le monde évolue, on en a bien besoin.